Donc aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler beaucoup d'acoustique, mais j'espère qu'on pourra avoir des liens avec certaines problématiques plus liées à l'acoustique et certaines applications plus liées à l'acoustique ou à la mécanique. Et donc, c'est un travail que j'ai fait en postdoctorat à l'université d'Auckland. Et donc, c'est sur Traveling Pulses in Delayed Differential Equations. Et donc, c'est plutôt avec des applications à l'optique. Donc, c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec Bernd Kroskopf et Neil Broderick, qui étaient mes encadrants à l'université d'Auckland, en postdoc. Et pour la partie expérimentale, Venkata Pami et Sylvain Barbet. Donc, ouais, voilà. Donc, c'était en collaboration aussi avec Venkata Pami et Sylvain Barbet, qui sont au Centre de nanosciences et de nanotechnologie. On fait toute la partie expérimentale. On ne voit pas les titres des slides. Donc, en fait, on s'intéresse à des structures localisées en optique. Alors, quand on parle de structures localisées, en fait, on parle de pulses de lumière courts ou ultra courts. Et en fait, c'est des solutions qui sont observées dans une vaste gamme de systèmes. Donc, on peut avoir des solitons assez classiques qui peuvent se propager dans des fibres optiques non linéaires. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des dissipatifs solitons, des solitons dissipatifs, puisque en fait, ils apparaissent, c'est des solutions pulsantes qui apparaissent dans des systèmes dissipatifs, par exemple dans certains types de lasers. Et depuis quelques années, il y a eu un intérêt qui s'est porté sur ce qu'on appelle des structures localisées temporelles, donc en fait, qui apparaissent dans des systèmes où il n'y a pas forcément de variables spatiales explicites, mais ça apparaît dans des systèmes à retard, par exemple des lasers couplés avec un temps de propagation qui est relativement grand, ou par exemple des boucles de rétroaction. Et donc en fait, on établit un lien avec des solitons plus classiques parce qu'on peut représenter les pulses qui se propagent comme dans un pseudo-espace en fait où voilà, on obtient une propagation de pulses dans un pseudo-espace où en fait on a juste coupé une série temporelle en segments de longueur tau et on les superpose comme ça ici selon cet axe-là. Et donc en fait on a une similarité avec ces pulses qui se propagent de type soliton. Et en fait, l'intérêt, c'est que ça peut apparaître dans des systèmes beaucoup plus simples que des solitons plus classiques. Et notamment, en optique, on peut avoir ces pulses qui apparaissent dans des systèmes qu'on appelle excitables quand on leur rajoute une boucle de rétroaction. Et donc, je vais revenir là-dessus juste après. Et l'intérêt aussi, c'est que ça peut être utilisé pour beaucoup d'applications. Donc, l'objectif, c'est de construire des sources contrôlables de pulses optiques courts. Et donc, ça peut être utilisé pour du traitement de signal tout optique, donc qui va être très rapide, ou des télécommunications. Et donc, la question à laquelle on s'est intéressé dans ces travaux, c'est comprendre sous quelles conditions on a l'existence et la stabilité de ces solutions pulsantes. Aussi, comment est-ce que ces pulses peuvent interagir entre eux et comment est-ce qu'on peut les contrôler éventuellement dans un système. Donc ici, si cette perturbation est d'amplitude relativement faible, le système va juste revenir à son état stable, donc pas d'émission de lumière. Et par contre, si l'amplitude de la perturbation dépasse un certain seuil, qu'on appelle le seuil excitable, on va avoir d'abord l'émission d'un large pulse de lumière assez court, et le système va ensuite revenir à son état stable. Donc, pour les gens qui sont assez familiers de la dynamique non linéaire, on a ici le portrait de phase qui correspond. Et en fait, l'excitabilité, c'est quelque chose qui arrive quand on est proche d'une bifurcation homoclinique. Mais je ne vais pas détailler plus cet aspect-là ici. Et donc, l'idée, en fait, assez simple pour générer des trains de pulses qu'on peut facilement contrôler, c'est de coupler ce régime excitable avec une boucle de rétroaction retardée, une boucle de feedback. Donc, l'idée un peu naïve, c'est qu'en fait, on va pouvoir générer un premier pulse excitable par une perturbation externe d'amplitude suffisante.
et puis ce pulse va se propager dans la boucle de rétroaction, et quand il revient après un retard tôt, il va pouvoir réexciter à nouveau un nouveau pulse excitable, et donc se régénérer. Et donc, au fur et à mesure que ce processus-là se répète, en fait, on peut obtenir un train de pulse avec une période qui est contrôlée par le délai, donc ce qui nous permet en fait d'avoir un bon contrôle de ces trains de pulse. Il y a quand même une précision qui est importante dans les systèmes excitables, c'est qu'après qu'un pulse excitable ait été émis, on a une période réfractaire absolue pendant laquelle aucun nouveau pulse ne peut être émis, et une période réfractaire relative qui est un peu plus longue, où on peut émettre un pulse, mais avec des conditions un peu plus compliquées, donc notamment une perturbation d'amplitude plus importante. Et donc, l'intérêt aussi d'étudier ces types de systèmes, c'est que les systèmes excitables, on en trouve en optique, mais on en trouve aussi en biologie, en neurosciences ou dans les sciences du climat. Donc, par exemple, les cellules cardiaques sont des cellules excitables. Enfin, c'est une propriété vraiment assez générale. Mais donc ici, on va plutôt étudier un système optique. Et donc, c'est un micro-laser excitable avec une boucle de rétroaction. Donc, l'implémentation expérimentale de ça donc, a été faite par le groupe Apalezo. Donc, c'est un micro-laser avec une section qui amplifie, une partie du laser qui amplifie, une section gain, et puis un absorbant saturable où en fait l'absorption dépend de l'intensité lumineuse qui est présente dans le laser. Donc, ce laser, on lui fournit de l'énergie optiquement, donc ce qu'on appelle du optical pumping, et on fournit les perturbations pour générer des pulses excitables avec encore aussi un autre laser. Donc, c'est des perturbations optiques. Et donc, le laser tout seul, sans boucle de rétroaction, quand on lui fournit de plus en plus d'énergie, donc à basse énergie, rien ne se passe, il n'émet pas de lumière. Ensuite, il va être dans le régime excitable, c'est-à-dire que tant qu'on ne le perturbe pas, il n'émet pas de lumière, mais il peut émettre des pulses quand on le perturbe. Si on augmente encore, il va commencer à émettre des oscillations, il va entrer en auto-oscillation. Mais ça peut pas, ce régime-là n'est pas vraiment intéressant pour les applications parce qu'en fait, c'est très sensible au bruit et notamment la période de répétition va changer énormément avec le bruit. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très fiable. Et puis, si on augmente encore, on va avoir un laser classique qui émet de la lumière d'intensité constante. Et donc, moi, je me suis plutôt intéressée à un modèle mathématique de ce système. Donc, le laser tout seul, il est représenté, il peut être modélisé par 3 équations différentielles ordinaires, une pour le gain, une pour l'absorption et une pour l'intensité. Et alors, il y a 2 paramètres ici qui sont relativement importants. Ce sont ces 2 paramètres qui sont très petits. Donc, ce qui veut dire en fait que les 2 variables de gain et d'absorption vont évoluer sur des échelles de temps beaucoup plus lentes que l'intensité. Et donc ça, on verra plus tard que c'est important pour la dynamique du système. Et donc ici, en fait, on prend ce modèle et puis on rajoute un terme de feedback, donc une boucle de rétroaction. Donc on introduit 2 nouveaux paramètres qui vont aussi nous intéresser, qui sont l'amplitude de réinjection kappa et le retard de réinjection tau. Donc finalement, ce système qui peut paraître assez simple quand on regarde ces équations, c'est un système à retard, donc qui mathématiquement sont relativement complexes. Et c'est aussi un système lent-rapide du fait de ces paramètres ici qui sont très petits et qui caractérisent le fait que certaines variables évoluent sur des échelles bien différentes par rapport à d'autres variables. Donc, ce à quoi je me suis intéressée, c'est l'étude de l'influence de ces paramètres de feedback. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute cette boucle de rétroaction? Parce qu'on avait cette idée assez naïve de se dire, bon, on a le système excitable, on rajoute une boucle de rétroaction, on va générer des solutions pulsantes. Mais l'idée, c'est de voir s'il n'y a pas des mécanismes plus complexes qui se mettent en place. Et dans un deuxième temps, je me suis aussi intéressée justement à l'influence de ces différentes échelles de temps sur lesquelles évolue le système. Donc, dans un premier temps, j'ai étudié l'effet de l'ajout d'une boucle de rétroaction. Et pour ça, j'ai utilisé des méthodes de continuation numérique. Donc, typiquement, c'est des méthodes qui permettent de calculer des branches de solutions. Donc, continuation de solutions d'équilibre et de solutions périodiques. Donc, on obtient des diagrammes
comme celui qui est représenté ici, donc l'amplitude d'oscillation en fonction ici du paramètre d'intérêt qui est le retard taux. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va avoir accès, par rapport à des méthodes de simulation temporelle, à l'ensemble des solutions, qu'elles soient stables ou instables. Donc typiquement ici, un exemple, quand le retard taux augmente, au départ, on a une solution non oscillante, et puis à un certain point, un point de bifurcation, on va avoir un changement qualitatif de la dynamique du système, où cette solution d'équilibre devient instable, c'est représenté en pointillé, et puis le système va commencer à avoir va commencer à auto-osciller, et donc ici, on a représenté l'amplitude d'oscillation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des diagrammes de bifurcation à un paramètre, où on suit les solutions en fonction d'un paramètre d'intérêt. Ce à quoi je me suis plutôt intéressée, c'est ces points spéciaux de bifurcation, donc où on a vraiment un changement qualitatif de la dynamique du système. Et donc, en fait, j'ai utilisé des méthodes numériques qui permettent de suivre ces points spéciaux, ces points d'intérêt, ces points de bifurcation, en fonction de deux paramètres. Donc ici, les deux paramètres qui m'intéressent, ce sont le retard taux lié à la boucle de rétroaction et l'amplitude kappa de réinjection dans cette boucle de rétroaction. Et finalement, on obtient une cartographie comme celle-ci, où on a différentes courbes de bifurcation, donc, qui sont représentées ici par différentes couleurs. Et en fait, chaque type de bifurcation, chaque ici courbe d'une couleur donnée, va correspondre à un changement qualitatif différent. Typiquement, la courbe bleue ici, c'est ce qu'on appelle une bifurcation de Hopf, donc c'est ce qui est représenté ici, c'est la transition entre une solution non oscillante et une solution périodique. Donc finalement, ça me donne une cartographie des régimes où les différentes zones de l'espace des paramètres vont correspondre à différentes dynamiques. À chaque fois, par exemple, que je traverse la courbe bleue, j'ai une nouvelle solution périodique qui est créée. Donc ici, plus en détail, on a donc différents types de bifurcation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes celles qui sont représentées ici, mais on peut regarder ce qui se passe pour mieux comprendre. Quand on prend une valeur donnée de kappa, on prend une section ici de ce diagramme, et puis on voit comment évolue la dynamique, le comportement du système. Donc dans la première zone, ici, on a deux solutions d'équilibre. Donc une où on a l'émission on n'a pas d'émission de lumière, cette solution elle est instable. Et puis on a une solution qu'on appelle continuous wave, c'est-à-dire l'émission d'une intensité constante. Donc ici c'est l'intensité en fonction du temps. Et ici on représente le portrait de phase qui correspond donc dans le plan du gain et de l'intensité. Donc cette solution non oscillante est représentée par un point d'intensité positive. Donc là je suis dans cette zone-là. Maintenant, si j'augmente un peu le retard taux, je vais rentrer dans la zone 2, je croise une courbe de bifurcation de Hopf, et donc je vais avoir la génération d'une première solution périodique qui est stable, qui est représentée ici en bleu. Et la solution d'équilibre que j'avais avant devient instable. Si on continue encore, on traverse une nouvelle fois la courbe bleue, et cette fois, on génère une nouvelle solution périodique, mais qui cette fois est instable, ce qui est caractérisé ici par la différence de grosseur du trait. Et donc, j'ai la superposition de la solution qui avait été générée précédemment, qui est périodique, et puis d'une nouvelle solution périodique qui, cette fois, est instable. Et quand on continue encore, on traverse pour arriver dans la zone 4, et on a encore une nouvelle solution périodique, cette fois stable, qui est générée. Donc, finalement, ces diagrammes-là nous permettent d'avoir une cartographie plus rapide de la dynamique dans l'espace des paramètres ici qui nous intéressent. Donc, quand on va vers des plus grandes valeurs de taux qui nous intéressent plus pour les applications, donc on a toujours cette courbe bleue qui décrit la génération de solutions périodiques. Donc, selon là où on la traverse, la solution qui est générée peut être stable ou instable. Et puis, on a aux endroits où on a ce changement de stabilité, on a d'autres types de bifurcations où là, deux solutions périodiques vont se rencontrer et disparaître. Donc, quand je passe de cette zone à cette zone, je sais que je détruis quelque part deux solutions périodiques. Et on a aussi, ce qui est assez intéressant là, du point de vue pratique, ce qu'on appelle des bifurcations TOR. Donc, c'est des sortes de bifurcations de Hopf secondaires, où là, on va avoir une solution périodique
qui devient instable et où on va générer des solutions. Donc, en fait, on a deux fréquences qui, quelque part, entrent en compétition. Et donc, on a une solution périodique d'amplitude modulée. Donc, sans rentrer dans tout le détail, ce qu'on voit ici, c'est que quand on augmente la valeur du retard taux, on voit qu'on a vraiment une très grande complexité de ce diagramme de bifurcation et donc de la dynamique. C'est assez intéressant parce que finalement, on se dit qu'au départ, tout ce qu'on a fait, c'est un système qui n'oscille pas, on lui met une boucle de rétroaction, et en fait, on avait l'idée assez naïve qu'on allait avoir cette solution pulsante avec une période liée au retard taux, et finalement, on voit qu'on arrive avec quelque chose d'extrêmement complexe. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir cette information-là du point de vue expérimental. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe et typiquement d'aller éviter certaines zones de paramètres où ici, on va avoir une très grande sensibilité à des petites variations des paramètres de la boucle de rétroaction. Donc, pour illustrer un peu cette complexité de la dynamique qui arrive quand on augmente le retard taux, il y a deux grands types de dynamiques qui sont générés. Donc, un haut degré de multistabilité, c'est ce qu'on a vu juste avant, quand on traverse de nombreuses fois cette courbe bleue, on va avoir la coexistence de très nombreuses solutions périodiques stables. Donc ici, on en a 3 qui sont représentées en bleu. Et puis, on va avoir des solutions quasi-périodiques stables, comme je l'évoquais un peu plus haut, donc qui correspondent à ce type de dynamique, où on a des pulses qui est d'amplitude modulée au cours du temps. Donc, si on se concentre sur cette multistabilité entre solutions périodiques, donc on a ici le portrait de phase qu'on a vu juste avant, où on a la coexistence de 3 solutions périodiques stables, et j'ai représenté ici ces solutions, le profil de ces solutions, donc l'intensité en fonction du temps. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, on a la coexistence de ces 3 solutions périodiques pulsantes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, la période, donc la répétition des pulses est toujours liée à un sous-multiple du retard taux. Donc finalement, on a de plus en plus de solutions périodiques quand on augmente le retard taux, à taux sur 2, à taux sur 3, à taux sur 4. Donc ce qui correspond en fait, à la coexistence de différents, d'un nombre de pulses variables dans cette boucle de rétroaction du laser. Alors, la conséquence de ça en pratique, c'est qu'en fait, on va avoir une forte sensibilité à des petites perturbations parce qu'on a ces 3 solutions qui coexistent et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on accède à l'une ou à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a regardé en simulation temporelle cette fois. On prend des paramètres pour lesquels on a la coexistence de ces 3 solutions. On se place, comme expérimentalement au départ, sur la solution non oscillante. Et puis, on va venir donner des petites perturbations d'intensité variable ou des perturbations aussi sur le gain, ce qu'on peut faire expérimentalement. Et en fait, on va regarder ce qui se passe quand on fait varier très légèrement la valeur de la perturbation sur l'intensité. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une sensibilité aux conditions initiales qui est assez forte, parce qu'avec des variations relativement faibles des perturbations, on atterrit sur chacune des 3 solutions différentes. Donc avec des amplitudes d'oscillation et des périodes d'oscillation différentes. Donc quand on répète ça pour un grand nombre de valeurs de perturbation sur le gain ou sur l'intensité, on peut tracer la couleur ici de la solution qui est obtenue à long terme en fonction de la perturbation qu'on donne sur le gain et de la perturbation qu'on donne sur l'intensité. Et on obtient une sorte de carte comme ça, en fait, c'est une sorte de carte des bassins d'attraction qui nous disent en pratique comment accéder à l'une ou à l'autre des solutions qui coexistent et donc qui correspondent à un différent nombre de pulses dans la boucle de rétroaction. Donc ce qu'on voit ici, c'est que quand on considère des petites amplitudes de perturbation, on a quelque chose qui devient très complexe. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que certaines solutions sont très peu accessibles. Celle qui est représentée en orange ici, elle existe, mais en pratique, on ne va quasiment jamais l'observer parce qu'il faudrait choisir des conditions initiales très précises pour pouvoir l'observer en pratique. Et par contre, ça nous informe aussi, là encore, du point de vue des applications.
sur la façon d'obtenir un comportement reproductible du système. Clairement, si on considère des petites valeurs de perturbation, on ne va jamais obtenir la même solution parce qu'on a une forte sensibilité. On va plutôt viser, dans le cadre d'une expérience, cette zone-là pour toujours obtenir un comportement reproductible qui correspond à la solution de plus grande amplitude. Donc, ça nous amène justement à la question du contrôle de ces pulses optiques. Donc là, c'était une étude qui était relativement, qui était que numérique. Et ensuite, on est venu comparer ça à l'expérience pour pouvoir voir si on pouvait mieux contrôler justement ces différentes solutions pulsantes dans le système. Donc ici, ce qu'on a représenté, c'est l'intensité qui est observée pour une expérience. Donc ça a été réalisé à Saclay. Donc ici, on a pris une série temporelle qui correspond donc à une série de pulses. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on la coupe en segments de longueur tau, donc un retard. Et puis en fait, on vient superposer ces différents segments l'un au-dessus de l'autre. Donc finalement, on a une représentation d'un pseudo-espace. Donc ici, ça correspond à un retard tau. C'est ce qu'on voit dans une boucle de rétroaction à un instant T. Et puis ça, c'est ce qui se passe quand, après un certain nombre de tours dans la boucle de rétroaction. Donc en fait, chaque ligne horizontale correspond à un tour dans la boucle de rétroaction. Ce qu'on voit ici dans l'expérience, c'est effectivement, comme on s'y attendait, que quand on donne une première perturbation externe, on a un train de pulse qui se répète avec une période proche du retard tau. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut effectivement générer, avec une deuxième perturbation, un deuxième train de pulse. Donc là, on obtient une solution avec une période proche de tau sur 2. On a deux pulses qui coexistent dans la boucle de rétroaction. Ça, c'est bien reproduit en simulation du modèle. Et puis, quelque chose qui est un peu plus surprenant, à première vue, c'est qu'on arrive, en fait, aussi, quand on génère plus de perturbations, on arrive à obtenir des trains de pulse avec des pulses non équidistants dans la boucle de rétroaction. Et ça, encore, on le reproduit assez bien en simulation. Et donc, pourquoi c'est surprenant? Parce que si on revient à l'analyse du modèle qu'on avait fait précédemment, en fait, on n'avait que des solutions avec des pulses équidistants. Les seules solutions du système correspondent à des pulses équidistants dans la boucle de rétroaction. Donc, on peut en avoir un nombre très variable. Ici, on peut en avoir jusqu'à 6, mais ils sont toujours équidistants. La question, c'est de savoir à quoi ces solutions correspondent, qui peuvent être en fait observées sur des temps relativement longs, ici plus de 200 tours dans la boucle de rétroaction. Donc la première chose qu'on a regardée, c'est la stabilité de ces solutions. On sait qu'elles sont toutes stables, mais ce qu'on voit ici, en regardant ce qu'on appelle les multiplicateurs de Floquet, qui vont être en quelque sorte les valeurs propres du système autour de ces solutions, en fait, ces multiplicateurs de Floquet nous donnent la stabilité. Donc, quand ils ont un module supérieur à 1, la solution est instable. Quand ils ont un module inférieur à 1, la solution est stable. Ici, ce qu'on voit, c'est que la solution à un pulse, elle est très stable. Et à l'inverse, toutes les solutions avec 2, 3, 4, 5 et 6 pulses ont un multiplicateur de Floquet qui est très proche de 1. C'est ce qu'on voit ici. Donc, en fait, elles sont stables, mais le système va être attiré très lentement vers ces solutions. Par contre, oui, on n'observe pas de solution avec des pulses non équidistants dans la cavité. Donc, ce qu'on a fait pour essayer de déterminer à quoi correspondent ces solutions avec des pulses non équidistants, c'est qu'on a laissé des simulations tourner beaucoup plus longtemps que ce qu'on faisait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ces solutions-là qu'on avait l'impression d'observer de façon stable et en simulation et dans l'expérience, en fait, sont des transitoires très longs vers des solutions à pulse équidistant, mais vers lesquelles elles sont attirées très lentement. Donc ici, on a toujours la même représentation qu'avant, mais ici, pour les 100 premiers tours dans la boucle de rétroaction,
et puis on laisse la simulation tourner, et puis on regarde ce qui se passe après plus d'un millier de tours dans cette boucle de rétroaction. Et ici, on voit que les deux pulses ont finalement bougé très lentement, se sont éloignés très lentement l'un de l'autre. Dans l'expérience, alors ce n'est pas évident d'obtenir des observations stables sur autant de tours dans la boucle de feedback, mais bon, ils ont réussi à stabiliser le système pour l'observer. Et on observe finalement relativement la même chose, c'est-à-dire qu'à long terme, les solutions qui paraissent stables au début, en fait, les deux trains de pulse s'éloignent l'un de l'autre. Et donc, c'est ce qu'on voit plus précisément ici, où on a tracé la distance, enfin, le temps qui s'écoule entre deux pulses successifs au cours du temps. Et donc, on voit qu'on tend effectivement vers une solution où cet espace devient égal à taux sur 2. Donc, finalement, c'est là que ça montre aussi que l'analyse de bifurcation du modèle est assez intéressante parce que ça nous montre que des solutions, on avait l'impression qu'elles étaient stables, mais en fait, c'est des transitoires très longs et que ici, à long terme, tous les pulses deviennent nécessairement équidistants dans la boucle de rétroaction. Donc, cette convergence, elle se caractérise par une répulsion très lente entre les deux trains de pulse. Donc, d'un point de vue mathématique, on se dit que c'est juste une convergence lente vers une solution qui est faiblement attractive. Et d'un point de vue physique, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment cette interaction se produit. Et donc, en fait, on peut l'expliquer entièrement par ce qui se passe dans le système excitable lui-même, en regardant ce qui se passe au niveau du gain et de ce qu'on appelle le gain net, donc c'est-à-dire le gain moins l'absorption. Donc, finalement, ici, c'est le gain autour du temps. Au cours du temps, quand on a un seul pulse dans le système, et puis ici, en rouge, quand on introduit une deuxième perturbation pour introduire un nouveau train de pulse dans le système. Ici, on a la même chose avec l'absorption. Et ici, on a le gain moins l'absorption. Et c'est là que les différentes échelles de temps sur lesquelles évolue le système, dont j'ai parlé au début, deviennent importantes. Parce que ce qu'on voit, c'est que le gain récupère ici relativement lentement après qu'un pulse ait été émis, alors que l'absorption récupère finalement plus rapidement. Ce qui fait que quand on introduit ici un deuxième pulse, eh bien, le gain net qui va être vu par ce pulse, qui est le gain qui est disponible dans le système quand on introduit une deuxième perturbation, est légèrement inférieur que ce qu'il est quand un pulse qui préexistait avant est réinjecté dans le système. Donc finalement, ça va se caractériser par un temps de réponse un petit peu plus long du système excitable. Donc le temps de réponse, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où on donne une perturbation et le temps où le système émet un pulse de lumière. Donc finalement, on va avoir un temps de répétition un peu plus long pour le train de pulse introduit en deuxième par rapport à celui qui préexiste. Et finalement, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que le seul mécanisme pour l'interaction entre les pulses, c'est dans le système lui-même. Et donc, c'est par une sorte d'effet mémoire dans le gain du système. Et ça, c'est important parce que c'est là que ça se différencie vraiment des solitons plus classiques, par exemple, dans des fibres laser, où là, on peut avoir des interactions entre pulses. Pardon. Donc ça nous ramène encore à la question des bassins d'attraction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède à chacune des solutions pulsantes. Donc ici, on en avait 6 qui correspondent toujours à un nombre de pulses équidistants dans le système. Et donc là encore, on s'est intéressé à l'influence de l'amplitude et du timing d'une perturbation extérieure sur le régime qui est observé à la fin. Par exemple, si je prends une solution avec 3 pulses équidistants, que je donne une petite perturbation exactement entre 2 pulses qui préexistent et avec une amplitude donnée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reste sur cette solution à 3 pulses ou est-ce que je vais vers une autre solution? Et ça, c'est intéressant en pratique parce que ça va nous permettre, dans le système expérimental, de savoir comment vraiment contrôler chaque pulse individuellement et comment accéder à l'une ou l'autre de ces solutions. Donc, ces bassins d'attraction présentés ici, ça s'est calculé en simulation. Donc ici, c'est ce qui se passe quand le point de départ, c'est cette solution avec un seul pulse. Ici, c'est ce qui se passe quand le
point de départ, c'est la solution avec 2 pulses équidistants, et ainsi de suite, ici 3, 4, 5 et 6. La position des pulses qui préexistent, elle est indiquée par des barres ici verticales grises. Et donc ici, ça nous indique ce qui se passe en termes de solution à long terme quand on donne une perturbation à un instant donné par rapport à un pulse qui préexiste et avec une amplitude donnée. Ici, ce qu'on voit par exemple pour le point de départ, qui est celui-ci, c'est que si on perturbe juste après qu'un pulse ait été émis, peu importe l'amplitude de la solution, on ne va pas pouvoir générer de nouveaux pulses. On va tout le temps rester, quoi qu'il arrive, sur cette solution à un pulse. Donc ici, une perturbation, quelque part, elle n'est pas vue par le système. À l'inverse, si on s'éloigne un peu du pulse qui préexiste, si on donne une perturbation de faible amplitude, c'est la même chose, il ne se passe rien. On reste sur cette solution bleu foncé. Et à l'inverse, si on donne une perturbation d'amplitude suffisante, ici, c'est relativement facile d'aller vers cette solution à 2 pulses, parce que cette zone est assez grande. Et ce qu'on voit, c'est que quand on part d'une solution avec plus de pulses qui préexistent, ça devient de plus en plus difficile de générer un nouveau train de pulse. Donc ici, on en a 2 qui préexistent. Il faut être dans une de ces 2 zones-là pour générer un 3e train de pulse. Donc, une fois encore, ça veut dire être relativement loin des pulses qui préexistent, et puis avec une amplitude de perturbation suffisante. Et en fait, ça devient, voilà, cette région se réduit de plus en plus quand on a un nombre de pulses préexistants qui augmente. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on arrive ici, au cas du point de départ où on a 4 pulses équidistants, et bien ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on est sur cette solution-là, on peut donner n'importe quelle perturbation, on ne va jamais réussir à passer à la solution à 5 pulses. Ici, ce qui va se passer, c'est que quasiment tout le temps, on va rester sur cette solution. Cette solution, en fait, finalement, elle est relativement stable, puisqu'une fois qu'on est dessus, les perturbations vont avoir quasiment aucun effet, sauf dans une toute petite zone, où là, à l'inverse, ça va arrêter un pulse, éteindre un pulse existant, et on va revenir à la solution précédente. Et cet effet, il devient de plus en plus fort quand on passe à 5 ou 6 pulses préexistants. Ici, ça devient de plus en plus facile, entre guillemets, d'éteindre un pulse qui était là avant. Donc, c'est ce qui est illustré, par exemple, ici. Donc, on a la même représentation qu'avant, ce qui se passe le long d'une boucle de rétroaction, et puis ce qui se passe quand on parcourt plusieurs fois cette boucle de rétroaction. Ici, on a 6 pulses qui préexistent. Donc, on est sur cette solution-là. On donne une première perturbation. On reste sur la solution à 6 pulses. On la décale un petit peu en temps, mais finalement, voilà, on a un pulse qui s'éteint, mais qui est remplacé par un autre. Et puis ici, on donne une deuxième perturbation, alors un peu plus tôt par rapport au pulse qui préexiste. Et ici, on voit que non seulement cette perturbation ne déclenche pas de nouveau train de pulse, mais elle éteint celui qui arrive juste après. Donc là encore, ces diagrammes-là, c'est assez intéressant d'un point de vue pratique parce que ça nous dit vraiment comment contrôler simplement avec des perturbations extérieures. Donc, quelque part, on ne touche pas aux paramètres du système. On a un laser extérieur qui va venir perturber légèrement notre micro-laser avec sa boucle de rétroaction. Et en fait, selon quand est-ce qu'on envoie la perturbation et avec quelle amplitude, on les prête individuellement chaque train de pulse pour soit en créer un nouveau, soit en éteindre un, soit le décaler un petit peu en temps, au moins à court terme. Donc ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle du système expérimental. Et donc maintenant, j'en arrive à la dernière partie, qui est l'influence de ces fameuses échelles de temps. Donc tout ce que j'ai présenté pour le moment, c'est dans le cas qu'on pensait être le seul cas possible au départ, c'est-à-dire qu'on a un gain qui évolue très lentement, et puis un absorbant qui évolue lentement aussi, mais quand même de façon un peu plus rapide que le gain. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on pensait être tout le temps le cas du fait de la fabrication de ces lasers, finalement, ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir des échelles de temps qui s'inversent, c'est-à-dire cette fois un gain qui va évoluer un peu plus vite que l'absorbant,
tout simplement parce qu'en fait, quand on fournit de l'énergie à ce gain, la température augmente, ce qui va faire qu'on va avoir une recombinaison des électrons à l'intérieur de ce système qui va se faire de façon plus rapide. Donc en fait, c'est quelque chose qui a du sens physiquement d'observer ce deuxième cas-là. Et donc là, on est reparti sur une analyse de bifurcation en fonction d'un seul paramètre, le retard taux, pour une valeur fixe de l'amplitude de rétroaction. Et puis l'idée, c'était de voir quelle influence ce rapport des échelles de temps inversées pouvait avoir sur la dynamique. Donc, ce qu'on observe, donc ici, l'intensité en fonction du retard taux. Comme avant, finalement, on a, quand on augmente le retard taux, de plus en plus de solutions périodiques qui apparaissent à des bifurcations de Hopf. Donc, elles peuvent être stables ou instables. Des fois, elles apparaissent instables en rouge, et puis au bout d'un moment, elles deviennent stables. Et donc, comme avant, ça correspond à des solutions avec ici un seul pulse dans la boucle de rétroaction. Ici, 2 pulses équidistants dans la boucle de rétroaction, et ainsi de suite, 3, 4, 5, toujours équidistants. Donc finalement, à première vue, on peut se dire, bon, bah, ça n'a pas une très grande influence, il ne se passe pas grand-chose de plus. Sauf que ce qu'on observe quand on augmente encore le retard taux, c'est qu'au bout d'un moment, ces solutions avec 2, 3, 4, 5, etc., pulses équidistants dans la cavité de retard, deviennent instables. Donc elles se déstabilisent par différents types de bifurcation, et notamment celle à laquelle on va s'intéresser ici, c'est qu'ici, on a en rose ce qu'on appelle un doublement de période. Donc, en fait, finalement, la solution à 2 pulses équidistants devient instable, et puis on génère une solution avec la moitié de la période, donc ici, une période proche du retard taux. Donc ici, on représente, comme on l'a fait un peu plus tôt, les multiplicateurs de Floquet à chacun de ces points spéciaux où la solution devient instable. Donc ça nous dit comment la solution se déstabilise. Donc ce qui est important, le vert, finalement, on s'en fiche un peu, à part que ça fait des jolies figures. Tout ce qui est, tant que tous les multiplicateurs de Floquet sont à l'intérieur du cercle unité, la solution est stable. S'il y en a au moins un à l'extérieur, la solution devient instable. Et donc ici, on voit qu'à chaque fois, on en a un qui est exactement, un ou deux qui sont exactement sur le cercle unité, puisqu'on est vraiment à un point de transition entre les deux. Donc ici, ça correspond à ce point. On a un seul multiplicateur de Floquet qui traverse par -1, donc ça correspond à un doublement de période. Donc on sait qu'on va avoir une solution de période deux fois supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe à ces 3 points. Donc ici, on a ce qu'on appelle des bifurcations TOR, c'est-à-dire qu'on pourrait techniquement avoir une solution quasi périodique stable qui émerge. Mais finalement, ce qu'on constate, c'est que ici, ces multiplicateurs de Floquet, ils traversent à des valeurs bien précises. Donc ici, qui correspondent à pi sur 3, ici à pi sur 2 et ici à pi sur 4. Et ça, en fait, c'est assez intéressant, puisque ça veut dire que la nouvelle fréquence qui est introduite, donc la fréquence de modulation qui est introduite, qui pourrait donner lieu à du quasi-périodique, elle est dans un rapport rationnel avec la fréquence qui préexiste. Donc finalement, on va avoir une modulation, mais on va quand même avoir une solution périodique qui apparaît. Donc finalement, ici, ça nous dit que on a des solutions périodiques qui disparaissent avec 3, 4 et 5 pulses équidistants, mais on va avoir une autre solution périodique différente qui va aussi apparaître. Et donc, ces solutions, finalement, elles correspondent à ce qui est représenté ici. Donc, pour le cas de la solution à 2 pulses équidistants, qui devient instable grâce à travers une bifurcation de doublement de période. Et bien, ici, on a représenté donc, ce qui se passe en bleu, c'est les solutions stables. Ce qui se passe en rouge, c'est les solutions instables. Si je me place avant la bifurcation, j'ai ma solution à 2 pulses équidistants stable. Si je me place juste après, ici, ce qui se passe, c'est que la solution à 2 pulses équidistants devient instable. Et ici, j'ai une solution où j'ai toujours 2 pulses, mais cette fois, elle est effectivement de période tôt, puisque j'ai 2 pulses avec, cette fois, un intervalle de temps qui n'est pas constant entre 2 pulses successifs et avec une différence d'amplitude. Et cette différence d'amplitude et de timing entre les 2 pulses devient de plus en plus marquée
à chaque fois que je m'éloigne de la bifurcation, donc quand j'augmente le retard, et finalement, on peut obtenir des trains de pulse qui ont cette allure-là. On a la même chose avec la solution de départ à 3 pulses. Donc ici, c'est un peu plus compliqué parce que c'est cette bifurcation TOR qu'on a vue, où on génère une nouvelle fréquence qui est à peu près 3 fois, une fréquence de modulation qui est à peu près 3 fois la fréquence de départ. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais cette bifurcation TOR, elle va générer ce qu'on appelle des langues de résonance, et donc qui apparaissent ici en un point donné juste après la déstabilisation de la solution à 3 pulses. Et en fait, ces langues de résonance, elles correspondent à des zones de l'espace de paramètres où on a une nouvelle solution stable et une nouvelle solution instable. Et cette nouvelle solution stable, elle correspond, comme ici, à 3 pulses non équidistants et d'amplitudes différentes. Et puis, on a une solution instable qui est un peu plus exotique, mais l'idée est la même. Finalement, ce que ça nous dit, ça, c'est que c'est effectivement une solution à 3 pulses dont l'amplitude est modulée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces solutions avec des pulses équidistants et non équidistants, elles peuvent coexister en fonction du nombre de pulses qu'on considère. C'est ce qu'on voit, c'est celle d'avant. C'est ce qu'on voit ici. Ici, finalement, la solution à 2 pulses équidistants est déjà devenue instable, mais celle à 3 pulses équidistants est encore stable. Donc, on a la coexistence entre une solution avec un seul pulse, avec 2 pulses non équidistants et avec 3 pulses équidistants. Et en fait, quand on augmente le retard taux, de plus en plus de ces solutions deviennent instables et on a de plus en plus de solutions avec des pulses non équidistants qui apparaissent. Donc, on a pu tracer ce qui se passe, toujours dans le plan taux kappa. On a pu tracer ce qui se passe pour la stabilité de ces différentes solutions avec des pulses non équidistants ou équidistants. Et donc finalement, à chaque fois, on a tracé ici la zone de stabilité. Donc ici, la solution à un pulse, elle reste tout le temps stable. Ici, la solution à 2 pulses équidistants, elle est stable pour une valeur relativement petite de taux. Et ensuite, on a la solution à 2 pulses non équidistants qui devient stable. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, finalement, tout se décale vers des taux de plus en plus hauts. Et ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les solutions avec des pulses non équidistants, elles ont des zones d'existence et de stabilité en fait, qui sont très larges dans cet espace des paramètres, ce qui veut dire qu'expérimentalement, on va pouvoir les atteindre relativement facilement. Et donc ça encore, ça nous donne des cartes pour savoir finalement un peu où est-ce qu'on se situe selon la valeur du retard qu'on choisit. Et donc la conséquence, c'est qu'en simulation comme en expérience, quand on génère 2 ou 3 pulses avec 2 ou 3 perturbations, donc, alors ici, la courbe du temps est inversée par rapport à tout à l'heure, on va en descendant quand le temps augmente. Du coup, ici, on part avec 2 pulses qui sont quasiment équidistants, et puis, de la même façon que tout à l'heure, on laisse le système tourner pendant très longtemps, et on voit qu'à long terme, ici, on va aller vers 2 pulses non équidistants, et de la même façon, pour 3 pulses, ici, on converge à temps long vers ces solutions à 3 pulses non équidistants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en évidence aussi expérimentalement. Donc ici, on trace la distance entre 2 pulses successifs, donc normalisée par le retard taux. Donc ici, pour un point de départ à 2 pulses, donc quand on trace vraiment sur un temps long, on voit que les 2 pulses s'éloignent l'un de l'autre, et puis qu'à temps long, on se stabilise en fait sur une solution à 2 pulses non équidistants. Et de la même façon, à 3 pulses, alors on n'était pas vraiment équidistant au départ, parce que c'est assez compliqué de régler ça précisément expérimentalement, mais les 3 pulses aussi s'éloignent les uns des autres au cours du temps. Et donc en fait, le fait qu'on ait ces solutions à long terme, soit avec des pulses équidistants, soit avec des pulses non équidistants, c'est entièrement dû à ce jeu entre les différentes échelles de temps. Donc finalement, en contrôlant ces échelles de temps dans la fabrication des systèmes, c'est quelque chose qui est possible expérimentalement, de rendre le gain un peu plus rapide ou l'absorbant un peu plus lent.
on va pouvoir choisir quel type de régime pulsant on observe à la fin. Donc finalement, la conclusion de ces travaux, c'est qu'on part d'un système au départ qu'on pensait relativement simple. Donc on part d'une idée assez naïve. On se dit on a un système excitable, on rajoute une boucle de rétroaction, et puis en fait, on va avoir un train de pulse dont la période, pour lequel la période des pulses est déterminée par le retard taux. C'était l'idée de départ. On rajoute simplement une boucle de rétroaction sur un système qui n'auto-oscille pas. Et finalement, ce qu'on voit avec à la fois l'analyse numérique et l'analyse expérimentale, c'est que quand on augmente ce retard taux, on arrive très vite à un système qui a une dynamique très complexe, avec notamment un fort degré de multistabilité. Donc on a toute une variété de régimes pulsants périodiques, mais aussi des régimes stables quasi-périodiques, que j'ai montré juste brièvement au début. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va avoir une sorte on va avoir deux types de dynamiques selon que l'on regarde le système à court terme ou à long terme. À court terme, en fait, presque n'importe quelle combinaison de pulses peut être générée grâce à des perturbations bien placées. Et puis, en fait, le système va soutenir ce type de pulse, ce pattern de pulse, pendant plusieurs centaines de tours de la boucle de feedback. On pourrait avoir l'impression que c'est une solution stable. Mais par contre, à long terme, le système va nécessairement converger très lentement vers une des solutions périodiques stables, mais qui sont très lentement attractives. Et donc finalement, on peut avoir, selon les paramètres qu'on choisit, à long terme, soit des pulses équidistants, soit des pulses non équidistants, voire même dans certains cas, ces deux types de solutions peuvent coexister selon la valeur du retard qu'on choisit. Et dans ce cas-là, laquelle va être observée dépend des conditions initiales qu'on applique sur le système, qui constituent en fait, qui ici sont constituées du timing et de l'amplitude des perturbations extérieures. Donc finalement, ce qu'on a vu, c'est que les trains de pulse peuvent être contrôlés presque individuellement quand on contrôle bien l'amplitude et le timing de ces perturbations extérieures. Donc ça peut avoir, ces systèmes-là qui en plus sont très petits, sont utilisés pour plusieurs types d'applications, donc notamment pour de la mémoire à court terme. On va pouvoir reproduire n'importe quelle entrée avec un pattern de pulse donné. On peut aussi finalement avoir une convergence vers un nombre donné fini de pulses donnés. Donc ça permet de finalement retrouver un train de pulse donné à partir d'une entrée qui n'est pas parfaite. Et donc, ça a des applications pour du traitement de signal tout optique ou du calcul tout optique. Et ce qui est intéressant d'un point de vue plus fondamental, c'est qu'en fait, ici, les seuls ingrédients pour avoir cette dynamique complexe, c'est l'excitabilité et une boucle de rétroaction. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus général que pour ce système-là en particulier, ou même que pour l'optique en particulier. Parce que l'excitabilité, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans des cellules cardiaques ou nerveuses, dans des neurones couplés, voire même dans des modèles de climat. Donc finalement, voilà, ça a des applications qui sont plus larges que pour juste ce système particulier. Et merci de votre attention.